La parole est tout d'abord à l'orateur de la commission qui a demandé ce débat. Je donne donc la parole au président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Monsieur Christian Cambon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir accepté l'organisation de ce débat. Le Sénat, j'en suis convaincu, s'honore de ce moment de vie parlementaire et démocratique. Il est exceptionnel, aussi bien par sa forme, avec une expression réservée aux groupes politiques, que par le sujet traité, l'opération Barkhane. Je voudrais également vous remercier, Monsieur le ministre de l'Europe des Affaires étrangères, Madame la ministre des Armées, d'avoir bien voulu y participer. Loin de tout esprit politique, ce débat nous permettra notamment de vous faire part des travaux qu'a menés la Commission des Affaires étrangères et de la Défense depuis plus d'1 an. Au moment où l'opinion publique semble s'interroger, il est sans doute bon que les institutions jouent leur rôle en permettant une expression diverse mais constructive. Ce débat, c'est d'abord l'occasion de saluer une fois encore l'engagement exceptionnel de nos militaires. Rappelons-nous le prix très lourd qu'ils ont payé, avec 55 morts, et aujourd'hui, un souvenir plus particulier pour le fils de Jean-Marie Bockel, notre ancien collègue, qui fêterait aujourd'hui même ses 30 ans. Nous nous inclinons devant leur mémoire. Notre reconnaissance et notre soutien vont bien sûr aussi aux nombreux blessés. Nous ne les oublions pas. Expliquer leur action, expliquer le sens de leur mission, comme nous allons le faire cet après-midi, c'est sans doute la meilleure manière de leur rendre hommage. Le 22 avril 2013, nous avons autorisé la prolongation de l'opération Serval, conformément à l'article 35 de la Constitution. Près de 8 ans plus tard, Serval est devenu Barkhane et la France est toujours engagée au Sahel. En 8 ans, les modalités de notre engagement ont beaucoup évolué. Le nombre de nos soldats a fortement augmenté, 3 000 à l'origine, puis 4 500, enfin 5 100. L'ennemi, hélas, s'est aussi beaucoup transformé. L'État islamique au Grand Sahara est monté en puissance et les attaques djihadistes se sont étendues dans le centre du Mali, dans la zone des 3 frontières, puis au Burkina Faso et menacent maintenant tout le golfe de Guinée. Quelques jours avant le sommet de N'Djamena, il est donc temps de faire ensemble le point sur cet engagement de longue haleine et de tracer de nouvelles perspectives. À cet égard, savoir si 600 soldats vont ou non quitter Barkhane, c'est certes important, mais n'apporte pas totalement la réponse que nous attendons. Nous souhaitons avant tout comprendre la stratégie du gouvernement pour la période à venir. En effet, un double constat s'impose à nous. D'une part, sur le plan militaire, Barkhane a remporté, c'est indéniable, de très nombreux succès tactiques. Nos forces armées, il faut le rappeler, ont remporté des succès considérables, notamment avec l'opération Bourrasque ces derniers temps. De nombreux chefs djihadistes ont pu être neutralisés, ce qui a en partie désorganisé les groupes terroristes. En outre, nous sommes parvenus à mobiliser le soutien d'un certain nombre d'alliés européens, même si les moyens qu'ils ont mis en œuvre nous paraissent encore insuffisants. La force Takuba a pu commencer à entrer en action. Les armées de nos alliés du G5 Sahel ont également progressé, souvent en payant le prix du sang. Nous devons leur rendre hommage, car le tribut qu'ils ont payé est indiscutablement un prix très fort dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, grâce à la pression exercée en permanence par nos forces et par celles de nos alliés, la constitution d'un sanctuaire djihadiste a pu être évitée, ce qui était l'objectif initial. Un autre constat, cependant, s'impose à nous. Le dénouement de cette crise qui dure depuis 8 ans ne sera certainement pas militaire, nous le savons.
La solution ne peut être que politique et par conséquent, elle est essentiellement du ressort des Maliens eux-mêmes. Or, les accords d'Alger n'ont pas été appliqués. Pire, le nouveau coup d'État au Mali nous donne parfois l'impression d'un retour en arrière de près de 8 ans. Dans ces conditions, allons-nous signer pour un nouveau bail de 8 ans? Et que se passera-t-il si, au terme de cette période, rien n'avait changé sur le plan politique au Mali? Certes, nous ne pensons pas, bien évidemment, qu'un retrait brutal de nos armées soit la bonne réponse. Ce ne serait ni conforme à nos intérêts, ni à celui de nos alliés qui ont demandé notre aide. Nos choix doivent au contraire consolider les acquis de Barkhane et non les sacrifier. Mais nous sommes en droit, compte tenu de notre engagement et du prix que nous payons, d'attendre des progrès sur la voie de la réconciliation nationale malienne. Lors du sommet de N'Djamena, quel sera, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame la ministre des Armées, quel sera le message de la France à nos alliés sahéliens? En somme, c'est votre feuille de route pour la période à venir que nous souhaitons connaître. Les Français veulent tout simplement savoir quel est le plan du gouvernement pour qu'un jour, la France puisse retirer ses forces sans craindre un nouveau séisme. De notre côté, nos travaux ont mis en évidence le caractère crucial du développement économique et par conséquent celui de l'aide publique au développement. C'est essentiel pour lutter contre les causes profondes du terrorisme au Sahel. Sinon, nous ne traiterons que les symptômes et les populations locales finiront par nous voir comme des troupes d'occupation. Nous avons dépensé 900 millions d'euros pour Barkhane en 2019, contre seulement 85 millions d'euros en aide publique au développement net pour le Mali. Certes, nous ne sommes pas seuls. L'Alliance Sahel, créée en 2017, a mobilisé des sommes aussi très importantes. Toutefois, il nous reste très difficile d'atteindre des régions qui en ont le plus besoin, particulièrement au nord du Mali. C'est pourtant la seule façon d'offrir des perspectives aux jeunes de ces territoires. Éducation, santé, services publics de base, c'est là les améliorations concrètes que les populations attendent et qu'elles doivent voir enfin arriver. La future loi d'orientation sur la solidarité internationale, que nous allons enfin pouvoir examiner dans quelques semaines, sera l'occasion de réorienter plus encore ces priorités. Enfin, notre débat d'aujourd'hui doit être l'occasion d'aborder des préoccupations plus immédiates. En particulier, la protection de nos soldats constitue pour nous une priorité absolue. Qu'en est-il du renforcement du blindage des véhicules légers que nous attendons encore? Ne faut-il pas basculer, dans la mesure du possible, vers davantage d'aéromobilité, puisque les principaux attentats qui touchent nos troupes ont lieu dans les transports automobiles, dans les convois automobiles? À cet égard, j'ose croire que l'actualisation de la loi de programmation militaire nous permettra aussi d'aborder directement ce sujet. Vous l'aurez compris, Monsieur le ministre, Madame la ministre, nous sommes loin de toute posture. La diversité des points de vue qui vont s'exprimer le montrera. Nous sommes face à une situation difficile, à une situation complexe. Il n'y a pas de solution toute faite, mais nous devons nous confronter ensemble à cette complexité. C'est là le rôle et l'utilité du Parlement. Mes chers collègues, ce débat est aussi un symbole. Il s'adresse à nos concitoyens pour qu'ils sachent que partout où la France se bat, c'est pour faire progresser la paix. Quant à nos soldats qui patrouillent en ce moment même dans les déserts brûlants et dangereux du Sahel, puissent-ils accueillir ce débat comme la marque de notre confiance et de notre soutien. Ils sont la fierté de la France. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de notre débat, la parole est aux orateurs des groupes. Et le premier orateur inscrit est M. Ludovic Hay, pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Et il a 5 minutes. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre des Armées, Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
Monsieur le Président Cambon, mes chers collègues, permettez-moi d'entamer mon propos en rendant effectivement un hommage appuyé à nos soldats, à ces femmes et ces hommes d'exception engagés au Sahel, à la combativité et au dévouement inégalable. Leur abnégation est un modèle pour nous tous. Je veux leur dire, au nom du groupe RDPI, combien nous sommes fiers d'eux, combien nous leur sommes reconnaissants et qu'ils peuvent compter sur notre soutien indéfectible. À tous nos soldats tombés au service de notre nation, j'aurai également un hommage ému et sincère. La tenue de ce débat tombe à point nommé, puisqu'à quelques jours d'un sommet déterminant à N'Djamena, il nous donne l'occasion de réaffirmer l'action capitale que mène la force Barkhane et de renouveler toute notre confiance à notre président de la République et à son gouvernement. Ces groupes armés terroristes que nos soldats combattent, hier avec l'opération Serval pour les empêcher de provoquer la chute d'un État allié, le Mali, et aujourd'hui avec Barkhane pour les empêcher de faire de la bande sahélo-saharienne une base arrière du terrorisme de la taille de l'Europe. Cela représente bien une menace, elle est bien tangible. Mais en passant de Serval à Barkhane, nous sommes passés d'une guerre d'intervention rapide et courte à une guerre d'un tout autre genre. Nous avons pleinement conscience que, sans nos soldats sur place, aux côtés des armées sahéliennes, cette menace s'étendra demain sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est parce que nos partenaires européens partagent pleinement cette évaluation qu'ils s'investissent chaque jour un peu plus au Sahel. Cela me donne l'occasion de saluer l'engagement de nos alliés européens, que ce soit au sein de la Task Force Takuba ou dans d'autres opérations. Depuis le sommet de Pau, Barkhane a fortement augmenté le rythme de neutralisation des groupes terroristes et la montée en puissance des forces sahéliennes est encourageante, malgré le fait qu'elles ne soient toujours pas en mesure de prendre la relève totale de Barkhane et d'affronter seules les menaces des groupes armés. Aux côtés du rôle essentiel de la France, une addition de faiblesses ne fait pas une force. Si nos armées remportent chaque jour des victoires tactiques, il nous faut intégrer que la crise est aussi politique et économique. Comme stipulé dans les 4 piliers complémentaires du sommet de Pau, nous devons transformer ensemble les gains acquis durement sur le terrain en progrès politiques, économiques et sociaux, et trouver un moyen de sortir l'approche 3D, diplomatie, défense, développement, de sa phase incantatoire. Mais pour cela, nous avons besoin d'engagements forts de la part de nos partenaires sahéliens et surtout maliens, avec une feuille de route claire en faveur d'une bonne gouvernance politique, démocratique et du développement des services publics dans les zones fragiles. Je pense notamment aux zones du Nord. Elles sont nécessaires pour restaurer la confiance de l'État, de la tenue d'élections en mars 2022, de la préservation de l'espace humanitaire et du développement des nouveaux ponts économiques, de la lutte contre la corruption, les trafics humains, de stupéfiants et de produits de contrebande en tout genre qui gangrènent la société et favorisent l'insécurité et l'instabilité. Après la Guinée-Bissau, le Mali est en train de devenir progressivement un narco-État dans lequel les trafiquants achètent les consciences et les votes. De la lutte aussi contre la désinformation avec l'arrivée de fake news qui viennent progressivement salir l'image de nos forces et de notre pays. Du racisme à rebours à l'anticolonialisme primaire en passant par la réécriture de l'histoire, leur caractéristique commune est simplement le dénigrement de l'action passée, présente et future de notre pays en Afrique. Nous le voyons bien, en parallèle du cadre strictement militaire, il y a toute une série d'autres combats à mener qui prennent beaucoup de temps et qu'il s'agit de concrétiser rapidement sous peine d'enlisement. 6 ans après l'accord de paix d'Alger en 2015, visant à rétablir la paix et la réconciliation au Mali, comment se fait-il que sa mise en œuvre soit toujours à ses balbutiements ? Monsieur le ministre, par quels moyens politiques et diplomatiques envisagez-vous d'intervenir quant à la mise en œuvre concrète de cet accord de paix ? Avec quel acteur avancer et dialoguer alors que le paysage régional comprend une myriade d'acteurs locaux armés et ayant leurs propres agendas locaux ? Comment lutter contre l'instrumentalisation malveillante des opinions publiques locales et la propagation de fausses informations à des fins politiques intérieures ou par des puissances étrangères qui sapent nos efforts communs ? Le temps joue contre nous et c'est malheureusement une règle universelle. Plus une opération militaire dure, plus la population locale a tendance à attribuer aux soldats la faute de certaines situations. Pacifier ces pays en faisant naître un réel sentiment d'appartenance nationale passera par le développement. Tous ces objectifs ne pourront être atteints sans l'aide de la France et des acteurs étatiques et économiques sur place. Je vous remercie.
Merci, mon cher collègue. Je vais donner la parole à notre collègue Jean-Noël Guérini pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Mon cher collègue, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, merci, cher Président Cambon, d'avoir initié ce débat. À un an de l'élection présidentielle française, évidemment, à quelques jours du sommet G5 Sahel à N'Djamena, ne comptez pas sur moi pour polémiquer sur un dossier qui engage la France. La présence de 5100 de nos enfants de la nation basés sur ce territoire sahélo-saharien appelle à des échanges responsables loin des querelles politiciennes. J'entends ici et là les velléités invitant au retrait de nos forces armées après le décès de 51 de nos soldats en raison de son coût et de l'intérêt de cette mission que d'aucuns trouvent discutable. Je ne vais pas distribuer les bons ou les mauvais points d'un choix stratégique et géopolitique. En revanche, je tiens à poser les enjeux actuels de cette opération qui s'éternise malheureusement. Mais est-ce cette durée qui peut justifier un retrait, voire une réduction de notre niveau d'engagement, alors même qu'Antonio Guterres insiste dans son rapport trimestriel relatif à la situation au Mali sur le degré de violence auquel est confrontée la population. Rappelons quand même les raisons de notre présence au Mali à la demande du gouvernement de ce pays. Barkhane, c'est un gage de stabilité pour une zone en souffrance, un besoin réel pour contenir le terrorisme et ses nombreuses répercussions en Europe et sur notre territoire, un engagement à la formation de militaires maliens, un projet araignée d'aide à la population, une influence de la France. À l'occasion des vœux aux armées, Emmanuel Macron a rappelé que, je le cite, « Face au risque de destruction des relations internationales et de notre société, les armées françaises ont été un facteur de stabilité, de force et de résistance. » Et Barkhane est entièrement résumé par cette phrase. Notre présence a pour objectif d'assurer une sécurité pérenne de ce territoire en partenariat avec les forces de Bamako et du G5 Sahel. La zone des 3 frontières à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso est l'un des poumons des troupes djihadistes sous la bannière de l'État islamique dans le Grand Sahara, branche locale de l'EI. L'enjeu est bel et bien de contenir le terrorisme dont nous mesurons, hélas, les répercussions provoquées en France et en Europe. Barkhane, c'est effectivement une présence militaire, mais ce sont aussi des projets d'aide à la population, en facilitant l'accès à l'eau, à l'énergie, à la santé, aux médicaments gratuits. Ils sont destinés à accompagner la population plutôt que de la laisser traverser la Méditerranée dans des conditions inhumaines. Ils sont sans doute insuffisants, j'en conviens, mais ils sont néanmoins indispensables. L'avenir de ces populations n'est pas dans la migration, mais bien dans le développement du Mali et de la bande sahélo-saharienne. C'est pourquoi Barkhane est également un engagement à la formation de militaires maliens, base de lutte active contre le terrorisme qui ronge ce territoire en terrorisant la population. Pérenniser notre intervention, si durable soit-elle, si douloureuse soit-elle, si chère soit-elle, demeure un enjeu géostratégique, un enjeu de coopération, un enjeu humain. Car notre engagement est l'une des bases de notre influence en Afrique et dans le monde. Oui, notre présence est une dépense, j'allais dire importante, 1 milliard d'euros par an. Mais nous ne sommes plus seuls. 50% du transport de personnel et près de 40% du transport matériel ont été réalisés par les pays alliés et européens. Notre politique d'influence en matière de défense mérite mieux que des projections budgétaires contraintes et la crainte du nombre de pertes humaines parmi les militaires. Et que répondre, mes chers collègues, à cette émotion, sinon de se remémorer ici, à cette tribune, l'intervention de Jean-Marie Bockel, notre ami, alors sénateur après la perte de son fils. Je le cite.
Nous sommes infiniment tristes et fiers aussi de notre enfant. C'était un soldat engagé qui savait pourquoi il était là. Mes chers collègues, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, soyons fiers du travail accompli par nos troupes et ne les perturbons pas dans leur mission par nos discussions qui peuvent sembler superfétatoires, voire irrespectueuses de leur engagement au service de la liberté, au service de la sécurité et au service de la France. Merci. Merci, mon cher collègue. Je vais donner la parole à notre collègue, le président Pierre Laurent, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je veux d'abord saluer la tenue de ce débat et remercier le Président de notre commission d'en avoir pris l'initiative. Il n'est plus acceptable de placer le Parlement devant le fait accompli, alors que dans quelques jours à N'Djamena, le Président de la République s'apprête à annoncer une fois de plus d'importantes décisions. Madame la Ministre, vous avez déclaré devant notre commission que dire que la France est engluée dans une guerre sans fin est faux. Nous pensons que rien ne serait plus faux que de ne pas interroger sans concession les résultats de l'opération Barkhane. Vous ne trouverez pas plus farouche opposant aux terroristes islamistes que les communistes. Les démocrates que nous soutenons à travers le monde sont partout pourchassés et tués par ces groupes. Et nos combats émancipateurs sont menacés par leurs visées obscurantistes. Mais 8 ans de guerre au Mali ont-ils éteint ou propagé le feu du terrorisme islamiste et de tous les entrepreneurs de violence? Le Mali vit-il plus en paix qu'il y a 8 ans? Poser ces questions, c'est malheureusement y répondre. Et de plus en plus nombreux les Maliens, les populations civiles des pays du Sahel, mais aussi des militaires, des diplomates et des universitaires français posent ces questions avec nous. Pour un coût de la guerre exorbitant, près d'1 milliard d'euros par an depuis 8 ans, et plus de 5000 soldats engagés, nous infligeons, c'est vrai, des pertes à des groupes djihadistes. Mais nous ne faisons pas reculer la violence et les pertes humaines, elles ne font que s'amplifier. 55 militaires français ont perdu la vie. 5000 Maliens, soldats des armées locales ou populations civiles, ont été tués depuis 2015. Plus de 4000 sur l'ensemble de la région, rien qu'en 2020. Un demi-million de déplacés dans la sous-région. La situation humanitaire, politique et économique du Mali empire. Et dans cette déstabilisation sociale et politique, les islamistes continuent de déployer leur sinistre entreprise. Les leçons des guerres menées au nom de la guerre au terrorisme ne sont pas tirées. Elles laissent à chaque fois les pays en proie au chaos pour des décennies. La désintégration de la Libye en est un exemple, et elle est d'ailleurs directement à l'origine d'une partie des violences armées dans le nord du Mali. Dans quel état laisserons-nous le Mali et les autres pays de la région si nous poursuivons dans cette direction? Censés venir pour protéger le Mali, nous jouons aux apprentis sorciers, réveillant les divisions pour trouver des alliés, prétendant choisir entre les bons et les mauvais groupes armés, nourrissant la relance des conflits communautaires, jouant un jeu trouble avec le mouvement national de libération de l'Azawad, suscitant la défiance des Maliens devant le risque d'une partition du Mali, qu'entérinerait la mainmise de groupes armés islamistes ou non sur le nord. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les accords d'Alger ne peuvent être invoqués comme la solution politique et doivent être profondément révisés. Les islamistes prospèrent sur ces divisions, recrutent en exploitant le désespoir de populations spoliées de toutes parts. Nous devons tirer les leçons et tourner la page de Barkhane, car l'impasse est certaine, et créer les conditions d'un départ programmé de nos troupes pour lui substituer un nouvel agenda politique, économique et de sécurité pour le Mali et la région. Cela ne se fera pas en un jour, car le mal est fait, et il ne s'agit pas d'abandonner le Mali au chaos. L'agenda de retrait doit être discuté avec le Mali, l'Union africaine et l'ONU, et adossé à une nouvelle réponse de sécurité multilatérale et africaine et un nouvel agenda de coopération. Notre appui militaire doit être recentré sur l'appui aux armées locales, en préparant la formule d'un comité d'état-major conjoint des forces africaines, excluant les puissances étrangères. La France doit appuyer avec vigueur la feuille de route de Lusaka, baptisée « Faire taire les armes ».
participer à toute initiative multilatérale visant le désarmement de tous les groupes armés non étatiques, ainsi, et c'est très important, que la lutte contre les flux financiers illicites qui financent les trafics, les violences et les guerres en Afrique. Mais plus que tout, c'est notre agenda politique qui doit changer. La France et l'Union européenne doivent appuyer par tous les moyens et en priorité sur les territoires les plus délaissés par les pouvoirs publics de vastes plans d'action pour le développement. Les populations africaines, et singulièrement sa jeunesse, ont les ressources de le construire et de les entretenir. Les pays africains doivent sortir de la domination et d'un modèle d'économie extraverti, tourné vers les besoins des multinationales et d'élites aisées corrompues, car c'est le mal profond dont nous sommes encore les complices. La France doit massivement accroître son aide publique au développement en révisant ses objectifs et agir sans tarder pour libérer en faveur de ces pays des droits de tirage spéciaux non utilisés par les pays riches en vue du redéploiement des services publics, de l'éducation, de la police, de la justice, des droits des femmes, d'une fiscalité générant des ressources endogènes, d'une maîtrise locale des ressources et de la valorisation des capacités productives propres. Tel est l'intérêt des Africains et tel est aussi notre intérêt. Le développement ne doit pas rester le troisième des alibis d'une stratégie militaire et diplomatique dans l'impasse, mais il doit être l'ambition autour de laquelle tout doit s'organiser. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à Monsieur Olivier Cigolotti pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord, mes chers collègues, de remercier à mon tour et au nom de notre groupe, notre Président Christian Cambon, qui a sollicité et obtenu ce débat très attendu sur tous les bancs de cet hémicycle. En effet, depuis 9 ans que nous avons débuté notre intervention au Mali et au Sahel, ce n'est que la seconde fois que nous avons l'opportunité d'avoir un débat de fond sur la stratégie, les enjeux et les perspectives de l'opération Barkhane. En premier lieu, je tiens à saluer unanimement l'engagement opérationnel de nos forces, mobilisées sur les différents théâtres d'opération de cette bande sahélo-saharienne, au Mali comme au Niger. Sur ce territoire grand comme l'Europe tout entière et au climat des plus arides, nos militaires mènent une lutte sans relâche contre le terrorisme et le fanatisme, et parfois au péril de leur vie. Je veux avoir une pensée pour nos soldats tombés au combat, leurs frères d'armes, leurs proches, leurs familles. Mes pensées vont également à cet instant à notre collègue et ami Jean-Marie Bockel. Les opérations Serval puis Barkhane ont permis d'éviter l'installation d'un califat territorial au Mali et la création d'un sanctuaire djihadiste comparable à celui instauré au Levant par Daesh. Cependant, malgré de nombreuses victoires stratégiques et la neutralisation de nombreux chefs de groupes armés terroristes, force est de constater que la guerre est loin d'être gagnée. L'histoire nous démontre que l'intervention de pays occidentaux sur les théâtres d'opérations extérieures s'apparente le plus souvent à des conflits asymétriques. Forces militaires conventionnelles d'un côté, groupes armés terroristes noyés au sein des populations de l'autre. Pourtant, cette asymétrie ne confère pas une supériorité très évidente et ne permet pas à nos forces de vaincre la détermination, l'imagination et la mobilité opérationnelle de ces groupes armés qui évoluent en effectifs réduits et sur un terrain qu'ils connaissent parfaitement. Force est de constater que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, loin de s'être améliorée, s'est véritablement dégradée. Le conflit originel au nord du Mali s'est régionalisé, s'étendant désormais vers le sud jusqu'au Burkina Faso et produisant une contagion jusqu'aux pays riverains du golfe de Guinée. Aux conflits interethniques plus locaux se mêlent désormais les revendications idéologiques et religieuses. Ainsi, les forces françaises apparaissent bien seules sur ce terrain. Depuis 9 ans, l'engouement des autres pays européens à s'engager aux côtés de la France demeure peu visible par l'opinion publique. Est-ce seulement, Madame la Ministre, parce que la France est encore l'une des seules nations européennes à disposer d'une armée d'emploi ? Pourtant, la poursuite de notre engagement dans cette bande sahélo-saharienne nécessite de façon incontournable une coopération européenne et internationale élargie et renforcée, ainsi qu'une prise de conscience de l'intérêt de tous les États membres de l'Union de lutter collectivement contre le terrorisme au plus près de ses racines dans cette région du monde. Une coopération européenne qui ne peut se limiter
à la mission européenne de formation de l'armée malienne, qui s'inscrit certes dans une approche globale pour renforcer les capacités militaires en vue de garantir l'intégrité territoriale. Une coopération européenne qui doit aller désormais au-delà d'une coopération limitée au G5 Sahel, censée permettre aux armées locales d'intervenir de façon autonome sur la zone des 3 frontières. Ce dispositif nous paraît à ce jour insuffisant pour faire face à la progression vers le sud de la zone d'influence des groupes armés terroristes et doit rapidement s'étendre de façon effective à tous les États membres de la CEDEAO que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo ou le Bénin. Il s'avère désormais indispensable d'associer plus largement les pays riverains du golfe de Guinée. Lors du sommet de Pau, les chefs d'État du G5 Sahel ont réaffirmé leur volonté de renforcer cette force conjointe, mais son élargissement sera-t-il évoqué lors du prochain sommet d'Njamena? Lorsque l'on évoque la collaboration européenne, il faut également évoquer la force Takuba, task force que vous appelez de vos vœux, Madame la Ministre, pour soutenir l'opération Barkhane. Cette composante de force spéciale était également censée matérialiser l'engagement de l'Europe et renforcer la logique du partenariat de combat. Au-delà des bonnes intentions de nos voisins, les premiers éléments des forces spéciales françaises et estoniennes sont arrivés sur le théâtre d'opération. Mais qu'en est-il de l'engagement de nos autres partenaires? Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer de façon précise comment s'effectuera la montée en puissance de Takuba? Une stratégie qui repose sur les 2 piliers que sont européanisation et sahélisation sera-t-elle suffisante pour sortir du conflit? La question reste posée. Et sans les citer, nous ne pouvons ignorer les velléités de certains États-puissances très intéressés par cette région du monde et plus particulièrement par le continent africain. Alors certes, il n'y a pas de petite victoire dans une guerre à condition qu'il soit envisageable de la gagner. Celle que la France mène au Sahel avec l'opération Barkhane et ses alliés ne pourra se solder que par une implication politique plus forte, à commencer par celle des pays concernés. Nous sommes tous conscients que l'absence de l'État dans ses missions régaliennes d'administration publique, de services de santé, d'éducation ou d'accès à des besoins vitaux ne peut que favoriser l'emprise des groupes armés terroristes sur les populations locales. Difficile dans ces conditions de percevoir l'État comme protecteur et non pas comme prédateur. Sans un État plus fort, la paix sera impossible. Une véritable issue politique passe inexorablement par des politiques d'aide au développement plus fortes et au service des populations sahéliennes, avec une stratégie claire des pays bénéficiaires et des acteurs de l'aide, mais également avec des fonds conséquents qui ne peuvent là encore qu'être le fruit d'une collaboration internationale. Pourtant, aujourd'hui, il s'avère souvent plus facile de trouver des financements pour faire la guerre que pour rétablir la paix. Alors certes, l'ensemble de ces éléments doit nous amener à une évolution de notre engagement dans ce conflit, même s'il n'est pas envisageable d'opérer une réduction massive de l'empreinte française sur le terrain. Une réflexion en termes d'accompagnement à forte valeur ajoutée, de type drone, renseignement ou frappes aériennes ciblées, ne doit pas être occultée. À l'heure actuelle, le besoin prioritaire est d'établir une stratégie claire et un calendrier de transition adapté aux forces en présence, car la situation en Afrique de l'Ouest demeure d'une grande complexité. Pour conclure mon propos, permettez-moi de vous livrer 2 axes qui, à notre sens, pourraient être source d'évolution positive. À quelques jours du sommet d'Njamena, ce dernier devra bien entendu permettre de voir réaffirmer la volonté des pays du G5 Sahel, mais également de solliciter une véritable implication des pays qui sont désormais menacés. Enfin, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a déclaré il y a quelques jours vouloir renouer avec le multilatéralisme et réinstaurer le dialogue avec l'Union africaine afin, je cite, « de faire face aux périls les plus imminents ». Mes chers collègues, l'issue de ce conflit sera politique ou ne sera pas. Réfléchissons à ce que disait Paul Valéry. Les guerres sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent parce que d'autres qui se connaissent ne parviennent pas à se mettre d'accord. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Jean-Marc Todeschini pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Je voudrais dire à Jean-Marc Todeschini ma joie de le voir à cette tribune. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne peux commencer mon intervention qu'en ayant une pensée à mon tour, et au nom du groupe socialiste,
pour nos militaires, leurs familles et leurs proches. À ce jour, plus de 5000 militaires sont engagés dans l'opération Barkhane. Depuis 2013, 55 militaires y ont perdu la vie, dont, cela a été rappelé par mes collègues, le fils de notre collègue Jean-Marie. Des femmes et des hommes fiers et libres qui ont fait de leur vie un engagement au service de notre drapeau, mais plus encore d'une certaine idée de la liberté. Alors, secrétaire d'État, à vos côtés, Monsieur le Ministre, je garde le souvenir de celles et ceux que j'ai croisés, de leur professionnalisme indiscutable, de leur très haut niveau d'entraînement, de leur détermination sans faille, de leur courage en somme. Ce qui m'a frappé et qui restera gravé en moi, c'est que revient toujours dans les yeux et les mots des proches de celles et ceux morts au combat le sens du devoir. Il y a cette phrase « Nous n'aurions jamais pu le ou la dissuader de partir en opération, d'être aux côtés de ses camarades pour servir ». Dans un monde où l'on ne cesse d'observer les effets de l'individualisme, nos militaires, dont la plupart sont très jeunes, démentent les idées reçues. Ensemble, avec leurs familles et leurs proches, avec tous les Français aussi, ils ne font qu'un. Il est important de rappeler cet engagement régulièrement et de le mettre en valeur. Je ne reviendrai pas longuement sur les raisons qui ont conduit à la situation actuelle. Ces éléments sont connus. Loin des fake news et des réseaux sociaux, l'opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014, faisant suite à l'opération Serval, mise en œuvre à partir du 11 janvier 2014. Rappelons-nous toujours qu'en quelques heures, à l'appel du président démocratiquement élu du Mali, François Hollande, président de la République française, alors commandant en chef de nos armées, a dû prendre la difficile décision de recourir à l'usage de la force pour protéger la liberté à plus de 6000 km de chez nous. Voilà la seule raison de notre présence au Mali, la liberté. Nous serons toutes et tous d'accord, ici et par-delà les bancs, pour saluer le courage de cette décision, celle du président François Hollande. La France s'est honorée de ne pas rester les bras croisés quand le peuple malien a fait appel à elle. Cette décision était nécessaire, elle était responsable, elle était digne. Dans les faits, cette première bataille a été remportée en quelques semaines. Dès les premières heures, le dispositif français se déployait, démontrant une fois supplémentaire les capacités opérationnelles exceptionnelles de projection de l'ensemble de nos forces armées. Oui, la France fait partie d'un club mondial très fermé, celui des nations capables de projeter massivement leurs forces dans le cadre d'opérations extérieures. Au nom de nos valeurs, ces capacités militaires exceptionnelles confèrent dans le concert des nations une responsabilité supplémentaire dont notre pays a pleinement conscience. Ces derniers temps, nous entendons et nous lisons des choses insupportables pour la raison, dénuées de tout fondement rationnel. Il est essentiel de rappeler régulièrement les faits, les causes et les objectifs, de ne pas laisser s'installer des rumeurs nauséabondes pour notre pays, mais plus encore et plus largement pour la démocratie. La France n'est pas un pays impérialiste, colonisateur ou déstabilisateur. La France ne poursuit qu'un seul but, la paix. D'abord et avant toute autre considération, la paix dans la dignité pour les peuples. La paix ici au Mali et dans les pays voisins pour que les peuples de cette région puissent avoir la possibilité de vivre librement sans se trouver sous le joug quotidien du terrorisme et de son aboutissement politique dont la communauté internationale sait ce que cela représente pour les peuples afghans, irakiens, syriens et tous les autres. Redire la véracité des faits n'a rien d'artificiel. Dans un contexte de développement de suspicions, notamment dans le pot pourri qui est de plus en plus souvent Internet, où tout se mélange. Face aux attaques dans l'espace cyber, dont nous savons qu'au moins deux grandes puissances n'hésitent plus à en faire une pratique assidue, la parole des faits est essentielle, car il faut toujours revenir aux causes profondes pour déterminer la situation telle qu'elle se présente. En ce sens, ne serait-il pas plus urgent d'associer régulièrement les parlementaires et de leur donner notamment plus de moyens afin qu'ils exercent leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Un pouvoir traditionnellement relégué au second plan sur ces questions sensibles. Nous avons ici l'occasion de changer le prisme et d'améliorer nos pratiques pour ne plus laisser se diffuser le poison des rumeurs et revenir à l'objectivité des faits. Si tactiquement,
Le succès de nos opérations militaires est indiscutable. Il est tout aussi essentiel de débattre de notre stratégie comme nous le faisons aujourd'hui. En décembre 2015, le gouvernement, par la voix de son ministre de la Défense d'alors, vous donc, monsieur le ministre, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, vous posiez une question qui, avec le recul, apparaît encore plus fondamentale. Qui est l'ennemi ? Pour agir sereinement et efficacement, la nature de la réponse doit nous conduire à reposer régulièrement cette question. Cet ennemi est mouvant, en évolution permanente, immergé dans les sociétés pour déstabiliser les États et tenter d'y diffuser un ensemble idéologique à rebours de la liberté. Avec toujours, ne l'oublions jamais, la perspective d'instauration de proto-États de type Daesh. Cette situation ne relève ni des angoisses, ni des fantasmes du monde occidental. C'est la réalité du terrain, celle décrite notamment dans le livre blanc de 2013. Pour faire face, la France n'a jamais eu la culture et l'obsession de la guerre préventive, là où d'autres pays ont pu s'y confondre, prenant le risque de s'y perdre moralement, culturellement et économiquement. Les comparaisons avec ces pays, si elles pourraient avoir le mérite de questionner notre stratégie, ce qui est nécessaire, ces comparaisons retomberaient immédiatement à l'épreuve des faits. Car la France, fidèle à ses valeurs et à sa tradition, a intégré que la sécurité absolue est un leurre et que l'ennemi doit sans cesse être redéfini au plus juste et en réaction. Au Mali comme ailleurs, notre stratégie ne varie pas. La France ne mène aucune guerre préventive. La stratégie française est défensive et dissuasive. Je le disais, le débat d'aujourd'hui est nécessaire, parce qu'il s'agit de toujours questionner et redéfinir l'ennemi au plus juste, parce qu'il s'agit aussi de dépasser le simple cadre militaire, pour ne pas sombrer dans ce chaos où des forces obscures connues souhaitent entraîner les pays de la région, et en premier lieu le Mali. Les opérations militaires, même couronnées de succès, ne suffisent pas. Elles peuvent même conduire à l'impasse sans une approche globale, politique, diplomatique, économique, éducative et judiciaire. Nous le savons, une stratégie durable repose sur cet éventail de dispositions. Madame la ministre, le sentiment grandissant à la fois dans les médias, mais aussi à bien des égards sur le terrain opérationnel, et parfois même juste dans nos armées, c'est que ces dispositions, par-delà les opérations militaires, apparaissent de moins en moins visibles. Madame la ministre, monsieur le ministre, vous le savez, de nombreuses questions sont posées. Je me permets d'en relayer quelques-unes. Où en sommes-nous sur le terrain diplomatique, notamment au sein du G5 Sahel ? Nous le savons, la situation en Libye est loin d'être stabilisée. Quels sont les effets de la crise libyenne pour la zone de travail de Barkhane ? Peut-on s'attendre à une nouvelle attitude des États-Unis et de la nouvelle administration du président Biden ? Sans tomber dans le risque opérationnel représenté par la publication d'un calendrier, à quelle échéance les pays auront-ils localement suffisamment de moyens pour prendre le relais militaire ? En d'autres termes, où en sommes-nous de la formation et de l'accompagnement ? Dans les champs économiques et éducatifs, comment accompagnons-nous les pays menacés ? Quels sont les projets structurants qui permettront au territoire du Nord, où la misère est grandissante, de sortir de l'impasse ? Je conclue. Dans ce contexte de crise sanitaire, pourriez-vous par ailleurs nous indiquer les mesures prises sur cet axe plus particulièrement ? En somme, Madame la ministre, Monsieur le ministre, nous vous posons la question directement et sans détour. Quelle est précisément la stratégie de la France au Mali au sein de l'opération Barkhane et plus largement ? Merci. La parole est à notre collègue Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, le groupe Les Indépendants tient à rendre hommage à nos soldats, à celles et à ceux qui ont perdu la vie, qui ont été blessés, et à tous les militaires qui sont actuellement encore engagés, à leurs familles. La mission confiée à notre armée est celle de lutter contre les groupes armés terroristes. Elle l'a admirablement accompli et continue de le faire. Nos soldats ont ainsi libéré les villes occupées et poursuivent les terroristes partout où ils se trouvent. Ce n'est pas au moment où le bilan de l'opération Barkhane s'améliore qu'il faut baisser la garde, alors que de nouveaux entrants européens viennent nous épauler. Le principal effet de l'opération Barkhane est de prévenir l'effondrement des États et la création d'un sanctuaire par les terroristes. Tout retrait donnerait satisfaction aux activistes qui sont par nature nos ennemis. Ne nous y trompons pas. Les armées locales sont encore loin d'être en mesure de lutter seules contre ces groupes.
Un retrait de nos forces serait suivi d'une nette dégradation des conditions de sécurité qui entraînerait des déplacements massifs de population. Au cœur du Sahel, contrairement à la désinformation des réseaux sociaux, la population malienne, dans une très forte majorité, aspire au maintien de la présence militaire française. Notre pays peut s'enorgueillir de son action. Le sacrifice de nos soldats pour une juste cause n'est pas vain. La tâche est considérable. Pour fonder une paix durable, les nations de la zone doivent renforcer leur unité. Les États et leurs services publics doivent également être capables d'assurer une présence auprès de toutes les populations et sur tous les territoires. J'illustrerai mes propos par un exemple en évoquant une ville que je connais bien. En 1995, j'ai initié une coopération décentralisée entre ma ville et la ville de Kati, qui est une garnison limitrophe à Bamako. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Cette commune de plus de 100 000 habitants recevait une aide de l'Agence nationale pour le développement de 30 millions de francs CFA. Et bien maintenant, elle ne reçoit plus que 9 millions. Est-ce que vous connaissez beaucoup de villes pauvres qui pourraient supporter une baisse de 70% de son budget? Les agents territoriaux ne sont plus rémunérés. À Bamako, il est de plus en plus difficile de circuler. La misère se développe par manque de travail et de ressources alimentaires, mais aussi par l'arrivée de déplacés fuyant les zones dangereuses. Nos amis maliens souffrent sur le plan économique, touristique, sécuritaire, politique. Sur le plan économique, les partenaires d'hier commençaient à manquer fortement. Les aidants sont de plus en plus rares. Sur le plan touristique, les villes de Ségou, de Mopti, qui connaissaient un flux régulier de touristes, ont perdu une ressource précieuse. Et sur le plan sécuritaire, bien sûr, dans les zones les plus exposées au terrorisme, des milliers d'écoles sont fermées. Depuis 5 ans, il en est ainsi, vous le savez comme moi, au Burkina Faso, au Mali et dans bien d'autres endroits. Cette situation est extrêmement grave car c'est le terreau qui nourrit l'effervescence radicale terroriste. Aussi, sur le plan politique, les gouvernants des États du Sahel doivent affronter une situation extrêmement complexe. Les écoles doivent réouvrir. Pour affaiblir et faire disparaître les groupes armés terroristes, il faut agir à tous les niveaux. L'opération Barkhane ne saurait à elle seule résoudre le phénomène terroriste au Sahel. Elle est une condition nécessaire à l'émergence de solutions politiques. Si la zone passait sous le contrôle des terroristes, comme ce fut le cas en Afghanistan ou au Levant, le risque serait grand de voir la violence s'exporter contre nos populations. Nous serions alors forcés d'intervenir dans des conditions encore plus dégradées, comme nous l'avons fait contre les talibans ou contre l'État islamique. En somme, l'action militaire n'empêche pas la défaite. La victoire demeure entre les mains des responsables politiques locaux. Rien cependant ne permet de dire quand de telles solutions pourront être trouvées. La France doit donc s'attendre à ce que son intervention dans la région dure, et nous devons nous y préparer. Dans ces conditions, il convient de rendre notre effort soutenable. Il faudra continuer à chercher des soutiens concrets à l'action que nous menons pour que nous ne soyons pas seuls à supporter les coûts de cette opération qui sert les intérêts de tout le continent européen. Nous pouvons réduire notre effectif que dans la mesure où de nouveaux contingents européens prennent la relève. L'Europe doit prendre en considération cette dimension, soit par une mutualisation des coûts, soit par une contribution accrue à l'aide au développement des pays du Sahel, car, convenons-en ensemble, lutter contre la misère reste aussi le grand défi à relever. Merci de votre attention. Merci, mon cher collègue. Je vais donner maintenant la parole au président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, depuis la prorogation en 2013 de l'opération Serval, devenue Barkhane, le Parlement est muet. Mis à part les débats budgétaires où aucune discussion stratégique n'est possible, son rôle est réduit à néant. L'esprit de l'article 35 de notre Constitution s'est évanoui depuis bien longtemps. Aussi, je me félicite de l'organisation de ce débat à la demande de notre commission, même s'il n'engage nullement le gouvernement. Il y a pourtant beaucoup à dire et à proposer. 7 ans après le début de l'opération Barkhane, le bilan de l'engagement français nous laisse perplexes. Il y a 1 an, lors du sommet de Pau, le président de la République annonçait une montée en puissance de l'opération
notamment par l'envoi d'un renfort de 600 hommes. Le coût financier de l'opération, lui aussi, s'est accru. Nous sommes passés de 520 millions d'euros en 2014 à environ 1 milliard d'euros en 2020. Mais pour quel résultat ? Certes, l'opération Barkhane engendre des succès tactiques, comme les opérations Bourrasque et Eclipse. Mais nous rapproche-t-il des objectifs de la France et de ses partenaires ? Les armées locales sont-elles en capacité de circonscrire la menace terroriste ? Les États du Sahel ont-ils rétabli leur autorité et engagé un processus de réconciliation ? Si tels sont nos objectifs, nous en sommes encore loin. En effet, il est clair que la neutralisation d'individus de haut rang ne fera pas disparaître le terrorisme sur le long terme. L'hybridation des groupes armés avec le tissu local et la montée des conflits communautaires sont nourris par des tensions systémiques, au premier rang desquelles le changement climatique. La désertification, les sécheresses qui déciment les cheptels et assèchent les points d'eau touchent durement les éleveurs et les populations. L'insécurité alimentaire s'ajoute aux violences quotidiennes et permet aux groupes terroristes de proliférer. Face à ce bilan, les insuffisances de l'intervention militaire deviennent évidentes. Or, ces insuffisances ont un coût humain qu'il n'est plus possible de négliger. Tout d'abord, des pertes parmi l'armée française. Ce sont à ce jour 55 morts français que nous déplorons au Sahel depuis 2013. Les derniers, le brigadier Loïc Risser et le sergent Yvonne Wynne, étaient tombés au mois de janvier 2021. Je leur rends ici, ainsi qu'à leurs familles, un hommage appuyé. Mais c'est aussi la population civile locale qui est la première victime de ces conflits. Les pertes civiles ne se comptent plus en centaines, mais en milliers, sans parler des millions de personnes déplacées et réfugiées. Dans un tel contexte, les circonstances de la frappe opérée le 13 janvier près de Bounti au Mali, qui aurait potentiellement touché des civils, doivent impérativement être éclairées. Cette transparence est nécessaire, car une intervention qui ne serait plus soutenue par la population locale perdrait sa légitimité. Nous sommes aujourd'hui à la veille du sommet de N'Djamena, où se réuniront de nouveau le président de la République et ses homologues du Sahel pour un bilan d'étape. Ce bilan doit être un tournant, car l'enlisement, qui devait être à tout prix évité, semble être déjà une réalité. À cet effet, il nous semble important de rappeler plusieurs éléments. La solution militaire ne remplacera jamais la solution politique. Dans un contexte de démocratie fragilisée, voire absente depuis le coup d'État d'août 2020, il faut en priorité appuyer les transitions démocratiques et redonner un souffle à l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. À ce jour, malgré l'activisme affiché par l'Algérie à la fin de l'été, sa mise en œuvre reste laborieuse. Les États et organisations médiateurs, avec en tête l'Algérie, la France et l'ONU, doivent donner ensemble une nouvelle impulsion à l'accord. D'autre part, le tabou des pourparlers avec certaines des organisations armées doit être débattu. Les négociations poursuivies par certaines personnalités maliennes avec ces groupes sont déjà une réalité et doivent être accompagnées par la France, lorsque leurs revendications politiques ou territoriales ne sont pas incompatibles avec nos exigences. À cet effet, la France doit soutenir l'évolution d'un cadre politique clair et légitime. Ensuite, si la France décide un désengagement progressif, il doit s'accompagner d'une participation européenne accrue et garantie par un renforcement du G5. Malgré le lancement de la Task Force Takuba l'année dernière, la participation de nos partenaires européens reste trop limitée. Les contingents estoniens, tchèques et suédois intégrés à l'opération ne représentent pas une capacité supplémentaire décisive. Or, au vu de la responsabilité que portent nos voisins européens sur l'intervention au Sahel, une participation plus importante sur le volet développement serait entièrement justifiée. Pour conclure, il nous semble que la solution politique que nous appelons de nos vœux ne saurait exister sans un renforcement considérable de l'aide publique au développement. Mais nous en reviendrons sur ce point durant le débat. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Cher Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, cher Président Christian Cambon, que je voudrais à mon tour remercier, puisque ça a déjà été dit, c'est à notre initiative que nous devons ce débat, un débat qui tombe bien, qui tombe à pic.
à quelques jours du sommet de N'Djamena qui va réunir nos partenaires du G5 Sahel et dans un contexte où, il faut bien le dire, notre intervention sur toutes ses modalités sont de plus en plus questionnées. Merci donc à Christian Cambon. C'est donc l'occasion pour nous à la fois d'adresser au gouvernement un message, mais au nom de mon groupe tout particulièrement, je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à nos armées françaises qui font la fierté là-bas, très loin d'ici, de toute la nation, mais qui font aussi l'admiration, mes chers collègues, d'une très grande partie des armées du monde. Parce que ce qu'accomplit l'armée française au Sahel, dans des conditions si difficiles, sur un territoire aussi vaste, avec des moyens, somme toute limités, très peu d'armées dans le monde en seraient capables. Et je veux leur dire ceci. Jamais dicton n'a été aussi faux. Jamais dicton populaire n'a été aussi faux. Loin des yeux, loin du cœur. Non, les Français savent que nos soldats, là-bas, luttent contre l'islamisme, le terrorisme. Là-bas, comme chez nous, c'est le même combat. C'est un combat sans cesse recommencé pour la paix, pour la liberté et pour la vie, bien évidemment. Et nous avons à l'esprit leur courage, qui est une vertu suprême, comme le disait Aristote, puisque c'est elle qui permet toutes les autres. Nous avons aussi à l'esprit leur engagement au nom d'un idéal français, à travers le don de soi, si différent de cette obsession de soi si contemporaine. Non, nos 55 soldats, auxquels je veux rendre aussi hommage, ne sont pas morts pour rien. Nous avons connu et nous connaîtrons encore des succès militaires. Et ce que je veux dire, c'est que sans l'intervention de la France, à travers ses différents présidents de République, à travers ses différents gouvernements, sans cette intervention, en réalité, que se serait-il passé? Nous aurions là-bas sans doute un sanctuaire islamiste. Nous aurions là-bas un nouveau califat, un nouveau proto-État, au cœur du Sahel et aux portes du Maghreb, c'est-à-dire à la frontière sud de l'Europe, à la frontière sud de la France. Mais pour autant, puisque Barkhane est un succès militaire, pour autant, ça doit malgré tout nous ouvrir des perspectives pour discuter de cet engagement. Nous le savons très très bien, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, et les dernières décennies nous l'ont appris, c'est une leçon de ces dernières années, il n'y a pas de succès militaire qui permette de déboucher sur une paix durable, sans que ces succès soient relayés, soient prolongés par des succès diplomatiques, des succès politiques. C'est d'ailleurs, Madame la Ministre, ce que vous avez déclaré à la Commission lorsque vous avez dit, et je reprends vos mots, il faut désormais transformer les gains tactiques en progrès, je crois, politiques et sociaux. Alors, à quelles conditions pouvons-nous accomplir cette transformation? Nous avons aussi entendu à Brest, pour les vœux aux armées, le président de la République qui a utilisé une expression. Il a dit « il faudra sans doute ajuster notre effort », comme si peut-être, mais je me trompe et vous me démentirez sans doute, comme s'il s'agissait de revenir aux effectifs d'avant le sommet de Pau. Si c'est cela, nous voulons vous dire que ce serait le statu quo. Et nous pensons que ni le retrait n'est une option, parce que le retrait ruinerait tous nos efforts, rendrait inutile la mort de nos soldats. Mais ni le statu quo ne saurait tenir lieu d'une stratégie parce que ce statu quo risquerait de nous emmener dans un embourbement. Alors quelles sont précisément les conditions, les pistes en tout cas, pour un engagement réussi et pour non seulement des succès militaires mais aussi des succès politiques? D'abord, le dispositif militaire, je ne veux pas reprendre ce qu'a dit très bien Christian Cambon tout à l'heure, il faudra s'adapter en permanence, se concentrer sur les forces spéciales, aéroporter évidemment nos forces qui risquent, lorsqu'elles sont à terre, un certain nombre de bombes qui font du mal. Il faut sécuriser bien sûr, sécuriser avec un blindage approprié le transport de nos troupes. La deuxième piste, c'est la piste qui demandera plus d'efforts, sans doute plus d'engagement à nos partenaires, à commencer par les partenaires européens. Certes, Takuba est une avancée, mais elle est insuffisante. Et je pense que la perspective la plus prometteuse, la perspective sans doute la plus immédiate concernant
les partenaires européens, c'est le renforcement de la mutualisation, c'est le renforcement de nos contributions, de leur contribution à notre effort pour la sécurité globale. Ça me paraît capital. Il y a, et il reste bien sûr, le G5 Sahel, qui paie le prix du sang. Un très lourd tribut. Je pense qu'on doit les accompagner, mais ils doivent renforcer leur engagement. Je sais, en le disant, que c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Et puis, il y a la troisième piste sur laquelle je veux insister. Elle est capitale. Je pense que la combinaison de notre effort de sécurité vis-à-vis de notre effort de coopération est mal calibrée. Si je suis les chiffres du président Cambon, chaque jour, l'opération nous coûte 2 millions. Chaque jour, ce que nous mettons en coopération, c'est 200 000 €. C'est insuffisant. La France seule ne peut pas tout. Ce que je propose précisément, c'est de faire plus contribuer l'Europe. L'Europe, mes chers collègues, est le premier contributeur mondial au soutien humanitaire. Elle doit pouvoir mieux nous aider, bien évidemment. De même que l'AFD, dont, permettez-moi de vous dire, parfois, la logique nous dépasse. Et nous aimerions d'ailleurs beaucoup plus de transparence. Mais dans cette combinaison entre l'effort de sécurité et entre l'effort de coopération, c'est capital parce que dans ces zones désertiques, une école, un dispensaire, l'accès à l'eau font tellement plus que beaucoup d'autres actions. C'est capital. Et pour terminer, évidemment, il ne peut pas y avoir de reconstruction sans réconciliation. Il faudra exiger du Mali qu'il applique les accords d'Alger. Il faudra sans doute que l'Algérie elle-même rentre dans ce jeu pour garantir justement ces accords. De même qu'il faudra encourager le dialogue entre le Nord et le Sud, entre le peuple Peul et le peuple Dogon. Voilà, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nos soldats au Sahel savent quel est leur devoir. Leur devoir, c'est servir la mission. À nous, désormais, de leur indiquer quel est le sens de leur combat, quelle est notre vision, servie par quelle stratégie. Bien évidemment, c'est ce que nous attendons de vous. Sachez que mon groupe assumera toujours ce devoir. Quelles que soient nos options politiques, nous considérons que dès lors qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, de nos armées, nous serons, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, toujours à vos côtés et aux côtés de l'armée française. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole maintenant au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les sénatrices, Mesdames, Messieurs les sénateurs, j'ai une pensée particulière à cet instant à l'égard de Jean-Marie Bockel, comme beaucoup d'entre vous. Monsieur le Président Cambon, ça fait 8 ans que nous avons, pour ma part sous des responsabilités différentes, un dialogue au sein de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, avec vous-même, un dialogue franc, un dialogue confiant, un dialogue exigeant sur la situation au Sahel, parfois même toutes les semaines. C'était le cas au début, après plutôt tous les mois. Mais j'ai tenu, je le dis à M. Gontard, à être présent régulièrement pour répondre aux questions de la Commission des Affaires étrangères. Je crois que tout le monde peut en témoigner. Parce que cet engagement nécessite une transparence la plus totale sur nos avancées, nos reculs, nos interrogations. Et je crois que je n'ai, pour ma part, et Mme Parly non plus, jamais manqué ces rendez-vous. Et donc je me réjouis, Monsieur le Président Cambon, Mesdames et Messieurs, les sénatrices et sénateurs, que ce dialogue se poursuive aujourd'hui en séance plénière, parce que j'estime aussi que, au-delà de la représentation nationale, nos concitoyens doivent savoir ce que nous faisons au Sahel, pourquoi nous le faisons, avec qui nous le faisons et sur quelle stratégie nous nous orientons. Et c'est d'autant plus important maintenant
qu'on assiste depuis plusieurs mois à une montée très préoccupante des manipulations de l'information au Sahel et des manipulations de l'information à propos du Sahel. Et si elles sont d'abord destinées à alimenter sur place un sentiment anti-français que certains acteurs tentent d'instrumentaliser à des fins politiques, elles peuvent risquer aussi de venir brouiller la perception de notre action ici même en France. Et donc notre responsabilité commune, mais je l'ai senti dans toutes les interventions, est de ne pas laisser ce piège se refermer sur l'opinion publique française qui mérite de pouvoir juger à partir des faits. Donc ce débat est bienvenu. Ce débat, je l'ai bien noté, porte au premier chef sur le bilan et les perspectives de Barkhane, mais de mon point de vue, et si je suis ici aux côtés de la ministre des Armées, c'est que vous partagez aussi ce constat, on ne saurait traiter ces questions sans prendre en compte l'ensemble de l'architecture dans laquelle cette opération s'insère désormais et que nous avons patiemment bâtie au fil des années avec nos partenaires sahéliens, européens et internationaux. La mise en place du G5 Sahel en 2014, la mise en place de sa force conjointe en 2017, la mise en place de l'Alliance Sahel la même année, le lancement du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, que l'on appelle parfois P3S, en 2019, et enfin la création de la coalition pour le Sahel l'an dernier, sont à cet égard autant de jalons décisifs dans un double mouvement d'internationalisation de la lutte contre la menace terroriste au Sahel et de définition d'un cadre global et intégré pour apporter à cette crise complexe non seulement les réponses du court terme, celles de l'action militaire et de la stabilisation, mais aussi les réponses du temps long, celles de la négociation politique et celles du développement. Double mouvement qui montre que depuis 8 ans, les lignes ont considérablement bougé au Sahel en dépit des polémiques sur un enlisement français dans cette région, polémique qui, elle, n'avance guère. Dire cela, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, ce n'est pas nier l'importance, nier le sens de l'engagement de nos soldats au Sahel. C'est évidemment rien retrancher à la valeur du sacrifice de celles et ceux qui sont tombés, que vous avez soulignés les uns et les autres. C'est au contraire affirmer que Barkhane a été le socle sur lequel ce vaste dispositif a pu se construire et que Barkhane joue encore ce rôle de socle aujourd'hui, bien que la charge soit mieux distribuée entre nous et nos partenaires. Et permettez-moi de pointer 3 malentendus qui planent encore trop souvent sur les discussions que nous pouvons avoir sur le Sahel et dont j'espère que nous saurons nous garder aujourd'hui, et je l'ai constaté en vous écoutant. Le premier de ces malentendus tient à une forme d'amnésie qui pourrait conduire à penser, si vous me permettez l'expression, que ce qui se passe au Sahel n'est pas notre affaire. Et je veux rappeler, avec d'autres qui l'ont fait tout à l'heure, le président Cambon, Jean-Marc Todeschini, le sénateur Guerini, je veux rappeler les raisons, monsieur le président Retailleau, de notre engagement, d'abord dans le cadre de l'opération Serval, puis dans le cadre de l'opération Barkhane. Je rappelle, mais vous le savez, en 2012, le Mali se trouvait au bord de l'effondrement. Effondrement politique parce qu'il y avait eu un coup d'État du capitaine Sanogo qui a renversé le régime de Toumani Touré avant que le président transitoire Traoré ne se voit confier une présidence provisoire. Effondrement politique, effondrement sécuritaire, puisqu'une alliance de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda occupait le nord du pays jusqu'à Tombouctou, où ils avaient entrepris de soumettre la population locale à la charia. Ils étaient en train de le faire. Et qu'ils avaient entrepris de détruire des mausolées classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ils se préparaient à prendre d'assaut la capitale du Mali, Bamako. Cet effondrement aurait été une véritable catastrophe, non seulement pour la population malienne, qui se serait vue condamnée à vivre sous la loi d'un califat islamique implacable, mais également pour nous, en France et en Europe, puisque ce califat aurait pu servir de sanctuaire aux djihadistes, un sanctuaire où attirer des combattants en provenance de l'étranger, un sanctuaire d'où projeter des attaques vers l'étranger. Je vous rappelle qu'1 an et demi plus tard, au Levant, d'autres djihadistes, mais toujours dans la même obédience, proclamaient l'instauration d'un proto-État totalitaire, le pseudo-califat de Daesh.
Nous avons donc eu raison, chacun l'a souligné, de prendre cette menace très au sérieux et nous avons eu raison d'agir très vite en lançant l'opération Serval dès janvier 2013 à la demande des autorités maliennes, du président Traoré qui était à l'époque le président de transition. Cette opération a été réussie, elle a porté un coup d'arrêt à la progression des djihadistes vers le sud, elle a libéré les régions du nord. Sur le plan politique, cette opération a aussi permis le retour d'un processus démocratique parce qu'il y a eu l'élection du président de la République du Mali qui s'est faite dans de bonnes conditions. Mais parce qu'ils avaient été défaits au Mali, nos adversaires sont passés d'une stratégie d'implantation locale, que je serais tenté d'appeler une stratégie d'occupation territoriale, à une stratégie de déstabilisation régionale.